Bonjour et bienvenue sur Corrèze Télévision. Nous sommes en direct de la 34e foire du livre de Brive sur le forum des lecteurs. France Bleu Limousin, La Montagne, Ville de Brive et Corrèze Télévision. Un plateau qui s'intitule Écrivain en région. Je reçois donc sur ce plateau Marie-France Houdard. Bonjour Marie-France. Romain Valadour, bonjour Romain. Bonjour. Et Véronique Tabuy, qui est une habituée, une ancienne de la foire du livre. Ce n'est pas péjoratif, mais en tous les cas, c'est vraiment vous qui avez peut-être la plus grande expérience. Bonjour Véronique. Bonjour. Voilà, donc ce plateau écrivain en région nous amène à évoquer justement les écrivains régionaux, locaux, corréziens, limousins, d'une façon un petit peu plus large. Et puis on va commencer justement, sans perdre de temps, par Marie-France, qui nous rejoint à nouveau cette année. L'année dernière, c'était pour évoquer le superbe site des Tours de Merle, donc en Xaintrie. Là, un sujet radicalement différent qui, Marie-France, a dû vous demander un travail colossal. Ce livre, c'est par les femmes. Et vous me disiez un petit peu en off que ça avait été un travail de très longue haleine. Oui, très longue haleine. Il a bien duré 25 ans. Approchez votre micro. Voilà, il a bien duré 25 ans depuis que je réfléchis sur le Limousin, dont je ne suis pas originaire, mais j'y habite depuis un certain nombre d'années. Et dès l'abord, venant de Lorraine, je me suis dit, mais était-ce une impression ou pas? Les femmes de ce pays, elles ont une sacrée place que je n'avais pas ressentie en Lorraine. Et moi qui suis donc ethno-anthropologue, qui aime comparer et qui suis passée par l'Algérie, le Pérou, j'arrive ici et je me dis il y a quelque chose de spécial, mais je n'arrive pas à comprendre quoi. Alors, vous avez fait le fil de la préhistoire et de l'histoire pour essayer de percevoir justement ces femmes limousines. Oui. Il a fallu aller faire des recherches extrêmement pointues, extrêmement poussées, j'imagine. Oui, des recherches poussées, avec toujours ce petit fil dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a en Limousin de différent? Des femmes diabolisées. Je crois qu'il y a déjà ce terme-là. En Limousin, les femmes sont diabolisées dès le Moyen-Âge. Oui, dès le Moyen-Âge. Alors, les femmes, avant le christianisme, parce qu'il faut bien évoquer le christianisme, dans les religions archaïques, avaient vraiment une place très importante. Vous avez ces déesses mères de la préhistoire. Et vraiment, c'était des femmes qui étaient des puissantes. Et puis, le christianisme est arrivé, et il faut bien dire que pour toutes sortes de raisons, il a fait des femmes des ensorceleuses, des sorcières, et il a dit aux hommes, méfiez-vous des femmes, et il a fixé des règles, il a sacralisé le mariage, et il a renvoyé les femmes à la maison. Et l'emblème, c'est Sainte Madeleine par rapport à la Vierge. La Vierge, c'est la femme pure qui a conçu son péché, et Madeleine, c'est la pécheresse repentie. Mais en Limousin, je crois qu'elle ne se repent pas tellement. Alors, il y a le mariage, il y a la religion, l'héritage, c'est aussi les histoires d'héritage dans ce livre, c'est des femmes sacrifiées au profit des garçons. Je veux dire que ça a perduré très longtemps. Peut-être que Romain, qui est professeur d'histoire-géographie, pourra peut-être réagir aussi. Vous pouvez, hein, Romain. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la moitié sud de l'Hexagone. Et moi, venant de la moitié nord, donc ça m'a sauté aux yeux. Chez moi, en Lorraine, les femmes n'héritent pas. Comme chez les rois de France, la femme ne peut pas être reine. Il n'y a pas de reine de France. Et cette loi salique s'est appliquée, s'est répercutée à la noblesse, ensuite au monde en général. Mais en Limousin, justement, les femmes peuvent hériter dans certains cas. Si on trouve que c'est plus intéressant que la femme soit propriétaire, on fait de la femme ce qu'on dit une foncière. Et la preuve, c'est qu'il existe une expression que tout le monde connaît ici. Il est venu gendre, il n'est que gendre. Ce qu'il est gendre, c'est qu'il n'est pas chez lui, donc ce n'est pas lui qui a l'autorité. Voilà, donc c'est dans certaines circonstances, et puis il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays de migrants, de migration. Et quand tous les hommes étaient partis, soit en Espagne, dans les siècles anciens, soit à Paris pour bâtir Paris au XIXe siècle, eh bien, c'est les femmes qui assumaient le domaine, la propriété, etc. Alors, on a quand même eu une femme en Limousin, enfin, tout du moins, vous parlez d'Aliénor d'Aquitaine. Alors, justement, oui, c'est un peu l'exception, parce que ça a été une femme forte oui. ce qui sera notre grande région, d'une certaine façon. Oui.
Alors, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment limousine, mais le Limousin était sous sa suzeraineté. Mais justement, cette coupure nord-sud, dans la France méridionale, les femmes pouvaient être suzeraines. Et Aliénor d'Aquitaine, l'amour courtois, il s'est quand même développé au XIIe siècle, au moment où justement l'Église, dans ses réformes grégoriennes, tentait de justement canaliser la femme. Et c'est à ce moment-là que naît l'amour courtois. Donc il faut quand même y penser quelquefois. Alors vous le disiez tout à l'heure, on avance au fil du temps, au XIXe siècle, elles sont femmes de métayers, femmes d'émigrants, et vous le disiez tout à l'heure, là par contre, il y a vraiment des femmes fortes qui s'affirment, qui œuvrent économiquement aussi pour le territoire. Hein. Elles sont là, elles ont un véritable rôle. Alors, on sait que pendant la Première Guerre mondiale, mais elles ont eu un rôle même encore plus important, hein, quelles que soient leurs activités. Mais là, ce 19e, c'est une montée en puissance du rôle des femmes et de leur importance. Alors, pas encore politique, mais au moins économique et sociale. Oui, c'est une montée en puissance, justement à cause de ces migrations qui se développent. Et parce qu'il faut préserver le bien à tout prix. Donc on envoie les hommes gagner de l'argent et la femme reste au pays. Et puis il y a toutes les femmes qui de métayères deviennent ouvrières de la porcelaine, ouvrières des mines. Alors justement, j'allais évoquer, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, parce que dans les carrières de kaolin, dans la ganterie, dans les mines, j'allais dire qu'il faut avoir les épaules solides pour aller... piocher, ramasser, enfin, pelleter, etc. Oui, des conditions très très dures. Et ce qui fait aussi que dureté de la condition paysanne, dureté de la condition ouvrière, eh bien les femmes, dès qu'elles ont pu, elles sont allées à l'école. Alors justement, vous me tendez la perche. Expliquez-nous aussi comment elles sont arrivées aussi sages-femmes, institutrices, comment là aussi s'est fait la bascule entre la femme, la main-d'œuvre, hein, la main-d'œuvre des mines dont on parlait, et celles qui sont devenues quand même érudits et qui ont réussi, alors souvent par des biais très différents, à aller à l'école d'instituteurs, enfin bref, à se former pour transmettre le savoir. Oui, justement, l'école, ça a été vraiment l'espoir de toutes ces femmes qui avaient une vie très très dure. Et même les parents envoyaient facilement leurs filles à l'école, plus que les garçons, parce qu'ils voulaient quand même leur épargner cette vie de misère. Ils parlaient français aux filles plus qu'aux garçons, parce que le garçon était quand même plus censé rester sur la terre. Et les filles, comme ça, se sont émancipées. Et puis, par d'autres biais, par la couture, il y a des histoires extraordinaires de femmes qui ont tout plaqué, qui ont pris le train, qui sont montées à Paris, qui ont rencontré des artistes, qui ont posé pour des artistes. Suzanne Valadon, par exemple, à Limoges, les Sœurs Coupées à Saint-Léonard. Voilà. Il y a celles qui ont connu aussi la grande ville, qui sont sorties du Limousin. Voilà, un dernier petit mot corrézo-corrézien, si je puis dire. Il y a les cabas de Bénat, il y a la dentelle à Tulle. On peut quand même en dire un tout petit mot, parce que ces femmes corréziennes qui ont aussi développé des savoir-faire, qui relèvent aussi aujourd'hui de ce patrimoine vernaculaire local, il faut aussi en parler, parce que Bénat n'est pas très loin, Tulle non plus. Oui, non, mais bien sûr, il faut en parler, parce que les femmes, en fait, depuis la nuit des temps, elles sont nourricières. Elles doivent jour après jour nourrir leurs enfants quand il n'y a rien du tout. Donc quand il n'y a rien du tout, de tout, elles font quelque chose. Donc des bras de paille, elles font des cabas. Elles vendent leurs cheveux. Donc c'est extraordinaire. Le marché de la vente de cheveux, on n'y pense pas là, mais... c'est vraiment un hommage. Ce livre, c'est vraiment un hommage aux femmes du Limousin. Deux mots pour terminer, Marie-France. Je crois qu'aussi il y a la volonté pour vous de dire aux femmes et aux jeunes femmes actuelles de transmettre, c'est-à-dire cette volonté de dire à ces femmes actuelles, regardez ce qui s'est passé dans notre région, dans les siècles et presque les millénaires passés. Il faut expliquer aussi aux plus jeunes les combats menés par ces femmes tout au long de leur vie, et quel que soit leur métier et leur fonction. Oui, parce que semble-t-il, à l'heure actuelle, c'est plus que jamais indispensable de dire aux jeunes, rien n'est acquis. Vous croyez libre? Non, vous n'êtes pas libre. Parce que tout ce qui se passe actuellement montre qu'il y a des monothéismes qui écrasent les femmes au nom d'un Dieu à qui on fait dire des choses qui ne sont pas du tout dans la religion. Et méfiez-vous, mesdemoiselles, allez plutôt parler à vos grands-mères pour qu'elles vous racontent un petit peu ce qui s'est passé et leur dure vie et de femmes de paysans.
Dernier point, Marie-France. Alors, c'est une émission aujourd'hui où cette émission Écrivain en région va aussi nous donner l'occasion de rendre hommage à Lucien Souni tout à l'heure. Nous rendrons hommage aussi à l'équipe de Charlie Hebdo qui était avec nous en 2011. Mais je voulais aussi parler de cette photographie qui est en première de couverture, une photographie prise par Simon Louradour. Simon Louradour, donc, qui nous a une photographie de 1957. Simon Louradour qui nous a quittés au mois de janvier 2015. Je pense que pour vous aussi, Oui. il y avait un message pour Simon, qui était un homme, alors là, un homme de terrain et qui a œuvré pour le journal La Montagne, qui est aussi écrivain. Un petit mot quand même sur cette couverture et sur Simon. Alors Simon, c'était un homme extraordinaire, d'une gentillesse, d'une générosité, et il a laissé tout son fonds d'archives, son fonds de photos aux archives départementales. J'ai eu que l'embarras de choix, mais cette femme-là, elle m'a vraiment... c'était celle-là qu'il me fallait. Et alors, pour la couverture, vous avez en bas Sainte-Madeleine, justement, qui n'est pas très pénitente, semble-t-il, que vous allez pouvoir trouver à la chapelle des pénitents du Sel. Et une très belle femme, lascivement allongée, tandis que les hommes font pénitence pour elle par derrière. Il y a un très beau retable à la chapelle des pénitents du Sel, effectivement. Merci. Merci juste beaucoup. un petit mot, Romain, pour faire la transition. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Justement, est-ce que dans vos études d'histoire, hein, on passe par différents moments, est-ce que les femmes ont eu... Enfin, vous avez étudié un petit peu ce rôle ou ce travail des femmes dans votre spécialité? Je ne sais pas, vers quel type d'histoire? Moderne, ancienne? Moi, c'est la contemporaine, c'est puisque c'est le 19e siècle qui m'intéresse. Alors justement, les femmes à Limoges Alors, moi, paradoxalement, c'est une femme qui est à l'origine de l'incendie. Donc l'incendie de Limoges qui s'est passé le 15 août 1864. C'est une femme qui, alors accidentellement, a mal éteint un lumignon en partant. Donc ce jour-là, c'est le 15 août et c'est la fête impériale, donc l'équivalent de notre 14 juillet. Et en voulant aller au feu d'artifice en fin de journée, elle a mal éteint un lumignon qu'elle a posé à proximité d'un chapeau de paille, son mari étant chapelier. Et donc elle est à l'origine de l'incendie. Donc voilà, bon, c'était un geste malheureux. Voilà, un geste malheureux et qui malheureusement apporte un bilan matériel absolument terrible. Alors l'incendie de Limoges, 1864, le brasier des Arènes, les Ardents éditeurs. Ce quartier des Arènes, alors Limoges, c'est encore notre capitale régionale, oui, hein, pour quelques mois. semaines, quelques mois. Ce quartier, il est un peu sur les hauteurs de Limoges, hein, oui, on va dire, sur presque la partie sommitale de la ville. Exactement, c'est l'ancien château en fait, par rapport à l'histoire médiévale de la ville, puisqu'il y avait la cité et le château. Et donc on est dans la partie haute de la ville, très précisément aujourd'hui entre la place d'Aisne et la place de la Motte. Alors décrivez-nous ce quartier tel qu'il est à l'époque, ce quartier des Arènes. C'est un quartier d'habitation, c'est un quartier d'artisans, c'est un quartier de commerçants. C'est à la fois un quartier d'habitation et un quartier assez commerçant. Il y a une certaine mixité sociale qu'il faut remarquer, qui ne sera plus le cas à l'issue de l'incendie et lors de la reconstruction. Et c'est un quartier qui, dans sa forme, ressemble assez au quartier de la Boucherie. Donc un bâti assez ancien, des maisons qui ont 2-3 siècles, des rues sinueuses, étroites, malodorantes parfois, enfin voilà. Et donc effectivement, donc avec du bois, du torchis, et donc toutes les conditions étaient réunies en fait pour que le quartier s'embrase. Alors justement, vous avez évoqué ce lumignon mal éteint. C'est un brasier qui dure et qui s'étend assez rapidement et qui fait énormément de dégâts. Il y a des images qui montrent bien, justement, on aurait l'impression qu'on se serait presque cru à Saint-Lô dans la Manche après la Seconde Guerre mondiale, Exactement. où tout est rasé. Quoi. Je veux dire, il n'y a que quelques pans de murs qui restent. Exactement, et d'ailleurs c'est une image que j'aime bien montrer, hein. Donc le format l'italienne correspond bien à ça, parce que c'est une image qui est sur les deux parties du livre, qui est intéressante. Et les gens, lorsqu'ils voient cette photographie, ils pensent à un bombardement. Et ce n'est entre guillemets qu'un incendie. Le périmètre, c'est quand même 12 000 m², les 2/3 du quartier, 109 maisons. Donc c'est un bilan matériel qui est absolument terrible. Vous avez eu la chance d'avoir un album de dessin aussi, d'époque. Oui, exactement. Qui je dirais, à chaud, on pourrait presque oui, dire. Oui, c'est ça. À chaud. Jacques Macquart, donc Macquart qui a effectivement croqué entre guillemets le quartier incendié quelques jours après l'incendie. Et c'est un travail. Donc les Ardents ont mis en avant, les Ardents éditeurs ont mis en avant ce carnet. Justement, il faudrait le regarder, mais le papier est un petit peu différent pour rendre justement le grain de l'album, voilà, le grain de l'époque. Et donc il est reproduit in extenso et c'est très joli. Romain, dites-moi comment,
en ce milieu du 19e siècle. Oui. Bon, aujourd'hui, on a des moyens extrêmement sophistiqués de lutter contre les incendies. Mais en 1864, les pompiers existent, il faut le dire. Oui. Mais comment on lutte contre cet incendie? Avec quels moyens? Et puis, il faut aussi de la solidarité. Alors, expliquez-nous un tout petit peu comment s'est organisée la lutte contre ce brasier déjà, gigantesque. il faut expliquer que la compagnie de sapeurs-pompiers de Limoges est née à la suite d'un incendie déjà, en 1790. Il y a eu un incendie dans ce qui s'appelle le quartier des Pousses, donc là où il y a la rue Audienne actuellement. Et donc c'est à la suite de cet incendie qu'on a créé la compagnie de sapeurs-pompiers. En 1864, la compagnie de sapeurs-pompiers, c'est quelques dizaines d'hommes. Mais évidemment, ils sont présents pour assurer la sécurité au niveau du champ de Juillet, là où il y a le feu d'artifice. Donc déjà par la présence des pompiers en bas de la ville, finalement. Assez loin, finalement. Voilà, assez loin, finalement. Ça a créé un retard dans la prise en charge de l'incendie. Et alors, je ne le dis pas trop dans le livre, mais je le développe dans mon mémoire, parce que c'est justement mon travail universitaire. Les pompiers avaient, il faut le dire, pas mal arrosé la journée de la fête. Et ce n'était pas que de l'eau. Voilà. Et on parle de libation dans les sources que j'ai pu trouver. Bon, voilà. Et donc, il y a quelques maladresses, il faut bien le dire, dans la prise en charge. Et alors, le souci aussi, c'est que les pompiers manquent d'eau. Parce qu'on est le 15 août. Et il y a une sécheresse assez importante. Les sources reviennent sur un mois d'août particulièrement chaud. Et donc, on prenait dans les fontaines présentes. Et les fontaines, ça sèche très, très vite. Donc, au cours de la nuit, le feu continue de s'étendre. Et on doit faire appel à des camions de roulage. Donc, des camions dans lesquels sont situées des cuves donc portées par les chevaux, tirées par les chevaux. Et on est obligé de descendre dans la Vienne, donc tout en bas de la ville, et de faire les allers-retours entre la partie basse et la partie haute de la ville avec les camions de roulage. Il y a eu aussi la collaboration. Alors, il a fallu aussi faire appel aux pompiers de l'époque. Mais alors, de Périgueux, de Châteauroux, voilà, de Saint-Marcel, dans l'Indre, effectivement. Donc, on est au milieu de la nuit et l'incendie est tel que le préfet Alphonse Bobby de la Chapelle, le préfet de l'époque, télégraphie au ministre de l'Intérieur, donc il est en direct avec le ministre de l'Intérieur, et télégraphie au préfet des départements voisins, donc de la Dordogne et de l'Indre, pour envoyer des pompiers. Et puis, pour s'aider aussi, on prie beaucoup. Oui. On prie beaucoup, on prie pour justement que l'incendie se calme, ne s'étende pas. La religion est aussi présente dans cet incendie, aussi bien paradoxal que ça puisse paraître. C'est ça qui m'a aussi intéressé, c'est que c'est paradoxal parce qu'on dit que Limoges c'est la Rome du socialisme, voilà, c'est des expressions qui revenaient, la ville rouge, même si ça arrive un petit peu plus tard. Et en fait, on se rend compte que face au drame que sont en train de vivre les Limougeaux, alors c'est notamment les femmes qui font appel à l'évêque, Monseigneur Fruchot, pour faire en sorte que les saints intercèdent en faveur des Limougeaux. Donc il y a une procession qui est organisée à partir de l'église Saint-Michel-des-Lions et qui fait tout le tour du quartier incendié. Il y a une station, par exemple, devant la chapelle Saint-Aurélien qui est faite. Et évidemment, les sources ecclésiastiques, pour eux, il y a eu miracle. Elles le disent comme ça, voilà, le vent a tourné, les flammes se sont réduites, etc., etc. Rapidement, Romain, on a même vu dans la presse jusqu'à trace de cet incendie dans The Illustrated London News, un journal britannique, où on a évoqué cet incendie. Exactement. Alors moi, c'est ce qui m'a le plus marqué en fait dans l'étude que j'ai faite sur cet incendie, c'est la solidarité et l'écho international qu'il y a eu. Voilà, les journaux londoniens ont titré dessus. On a des dons qui nous viennent de toute l'Europe, même du monde. On a des dons qui viennent du Mexique, qui viennent de Cochinchine. Qui viennent de Russie, qui viennent du Portugal, de Suisse, d'Autriche, enfin voilà. Donc Limoges a vraiment été au centre de toutes les attentions pendant de très longues semaines et même plusieurs mois. Pour terminer, Romain, ce quartier, il a bien fallu le reconstruire. Oui. Il a bien fallu le reconstruire. C'est finalement un quartier milieu 19e, donc bien plus moderne que celui que vous nous avez décrit tout à l'heure, entre le tribunal actuel, Place d'Aisne, et puis les Halles, on va dire ça comme ça. Mais une reconstruction qui a quand même duré 40 ans. Oui. Alors, ça me semble extrêmement long. Oui, Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, il n'y a pas eu de raison. Enfin, si on devait être très précis, la reconstruction de la quasi-intégralité du quartier, c'est une dizaine d'années à peu près. Par contre, c'est vrai qu'il y a un endroit dans le quartier, quand on est au niveau du palais de justice, quand on regarde, c'est le bâtiment qui est dans l'angle à gauche. Lui, effectivement, il se termine en 1905. Alors, ce qu'on note aussi qui est intéressant, c'est que la sociologie du quartier diffère avant l'incendie et après l'incendie, puisque évidemment ça a un coût, c'est un bâti haussmannien, et donc la partie populaire du quartier a dû quitter le quartier et partir vers les faubourgs parce qu'elle n'avait pas les moyens de se loger dans ce nouveau quartier. Et donc ça a participé à un embourgeoisement du quartier et du centre-ville.
Merci Romain. Donc on a bien compris aussi que pour lutter contre cet incendie, il avait fallu beaucoup de solidarité locale, nationale et internationale pour arriver à lutter contre cet incendie et reconstruire le quartier. Aider les incendiés, les sinistrés. Merci Romain. Alors je souhaitais dans ce forum des lecteurs écrivains en région que nous terminions par un hommage à Lucien Souni, qui nous a quittés au mois de décembre 2014. Et évidemment, je connais depuis très longtemps Véronique Tabuy, qui était, je dirais au départ, enfin je ne l'ai connue comme attachée de presse, mais maintenant, évidemment, Véronique, votre fonction a changé depuis la disparition de Lucien. Cela fera bientôt 1 an. Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup d'émotions en vous, mais je crois que votre fonction a changé et vous avez pris, je dirais, des responsabilités, mais c'est plus que le côté professionnel qui a prévalu, c'est aussi l'affection profonde pour cette maison. En fait, c'est extrêmement particulier parce qu'avec Lucien, ça faisait longtemps qu'il avait prévu les choses. Et en fait, ça faisait longtemps aussi que j'étais attachée de presse, mais j'étais aussi directrice éditoriale. J'avais les liens avec les auteurs, je choisissais les manuscrits, etc. Donc en fait, mine de rien, Lucien avait préparé son départ. Ce qu'il n'avait pas préparé, c'était quand même la date, parce que ça a été vraiment une violence énorme, et une brutalité totale. Et voilà, donc on s'est retrouvés le 24 décembre, orphelin, il faut le dire, parce qu'il avait construit cette petite maison d'édition. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on continue cette histoire, qu'on continue cette aventure qu'il avait lancée à la fin des années 70 à Limoges. Et il voulait vraiment qu'on continue. Et c'est... Voilà. Alors justement, vous m'avez fait parvenir des images d'archives. Je m'adresse à la réalisation justement pour qu'on puisse, et j'ai sélectionné un passage, on pourra en dire un tout petit mot, sur des archives de l'INA qui datent de 1996, où vous allez le voir, Lucien Souni revient dans la librairie Limougeaude où il a commencé. On regarde ces images. Regardez bien cet homme, vous l'avez sûrement déjà croisé au hasard d'une rue en plein cœur de Limoges. Cet homme est éditeur, une véritable passion qu'il cultive sagement depuis bientôt 15 ans. Mais avant l'édition, il tenait une librairie où il revient parfois, autre temps, autre époque. L'homme en question s'appelle Lucien Souni. Ça a été une aventure formidable. À l'époque, nous étions 3, nous avons tout fait de nos mains. Tous les meubles qui sont encore là, même s'ils ont été repeints, j'y retrouve encore la trace de nos efforts. Et c'est quelque chose de formidable, surtout qu'on avait démarré dans des conditions financières catastrophiques. Nous sommes alors au tout début des années 80, Lucien se plaît bien dans sa librairie. Mais notre homme a la bougeotte, les publications régionales sont quasiment absentes du marché, Lucien fait le grand saut et se lance dans l'édition. Sans être allé voir un seul match de basket, il édite un premier ouvrage écrit par Jean-Luc Thomas, journaliste au quotidien L'Équipe. Les publications s'enchaînent, Lucien quitte définitivement la librairie, nous sommes en 1986. Ici c'est la rue Palvézy. Mes locaux sont un petit peu plus hauts, c'est cette porte de garage verte. Une façade, d'ailleurs on ne peut plus ordinaire, derrière laquelle Lucien dirige ses éditions. Voilà, c'était un très court extrait, je suis désolé, hein, on ne peut pas trop long, mais vous avez connu cette période, Véronique? Non. Mais par contre, j'imagine que vous en aviez peut-être beaucoup discuté avec Lucien, parce que cette histoire, elle, c'est aussi la vôtre. J'ai pas connu cette période, mais en fait, je la connais. Parce que quand on parle avec les gens, les lecteurs, tout le monde vous parle de la librairie. C'était une belle librairie, il y avait une belle ambiance, c'était le lieu où il fallait être à Limoges. Et j'ai même des auteurs qui viennent vers moi en me disant « J'ai rencontré Lucien Souni en tant que libraire ». Donc cette aventure-là, on ne l'oublie pas et on en parle encore à Limoges. Donc après, bien sûr, je la connais parce qu'on en a beaucoup parlé. Il adorait ce métier de libraire. C'est aussi pour ça qu'il était très proche avec les libraires du Limousin. Et après, naturellement, parce que beaucoup venaient en librairie le voir, lui parler, lui demander des choses. C'est comme ça qu'il a eu l'idée, effectivement, d'être éditeur. On lui a proposé des projets. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le Limousin. En revanche, c'est une région qui regorge, bien sûr, de pépites, de choses à montrer. Marie-France, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, de dialoguer avec Lucien Souni dans votre, je dirais, à la fois comme auteur, comme éditeur? Moi, je l'ai croisé beaucoup dans les foires du livre.
j'ai toujours admiré sa faculté à éditer des choses vraiment souvent assez surprenantes. Et puis, il fait tellement partie du paysage des éditeurs en Limousin, tout en ayant sa maison d'édition un petit peu en marge, mais il y avait une âme, Lucien Souni, je pense. Alors, merci Marie-France. Véronique, c'était la Genetouse, le cœur de la maison en Haute-Vienne, ce village. Et après, c'était Limoges. Dites-nous un petit peu ce que c'était, puis on va parler bien évidemment de la maison aujourd'hui. Donc, il a ouvert effectivement sa première maison d'édition dans le centre-ville de Limoges. Et puis très vite, c'était trop petit parce qu'en plus, à l'époque, il faisait sa diffusion. Il diffusait lui-même les livres, donc il fallait de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il est parti à la campagne. Donc, à la Genetouse, on a vraiment, à l'époque, c'est un grand entrepôt de marchands de vin, donc il y a de l'espace et tout. Et là, il fait de la diffusion, il a tout ce qu'il faut. C'est comme ça qu'il se retrouve à la Genetouse. Et on est toujours à la Genetouse. Alors, l'hommage... Vous avez voulu, et j'invite tous les spectateurs de cette foire du livre, tous les visiteurs, à se rendre près de l'espace restauration parce que vous avez, vous aussi, construit quelque chose autour de cet hommage qui est une exposition. Elle est donc ici à quelques mètres de ce forum des lecteurs. Il y a une dizaine de panneaux, il y a des textes de témoins qui l'ont connu, et puis il y a aussi... toute l'œuvre de Lucien. Vous nous en parlez un tout petit peu de cette exposition parce que c'est la trace aussi que vous avez voulu laisser ici à la Foire du Livre de Brive et qui, cette exposition, j'imagine, continuera de circuler. Oui, en fait, Lucien est un homme très discret, ne parle pas beaucoup de lui. Comme disait Marie-France, on ne le connaît pas vraiment. Et en fait, on m'a demandé de monter quelque chose qui permette de connaître Lucien Souni. Et en fait, pour connaître Lucien, il faut connaître sa programmation éditoriale au cours des 30 dernières années. Et cette programmation éditoriale nous apprend qu'il est très indépendant. Il choisit ses thèmes, non pas en fonction des tirages, mais en fonction de ses coups de cœur. Il aime l'histoire, Seconde Guerre mondiale, il aime la nature, il aime la pêche. On retrouve tout ça. Il veut sauver les patrimoines, notamment le patrimoine bien sûr régional, mais aussi le patrimoine linguistique. C'est lui qui sort les bouquins sur l'occitan. Là aussi, c'est pas beaucoup de tirages, mais il avait à cœur de faire ce genre de projet. Et puis, bien sûr, il y a le roman. Alors, le roman, là aussi, on vient le voir parce que personne n'est intéressé par ces romans populaires à l'époque. Et lui, il dit, ben ouais, ok. Il a un gros coup de cœur pour Jean-Paul Malaval, avec lequel il a vraiment entretenu une belle amitié. Donc, on sort les caramels à 1 franc, ça commence comme ça. Après, il y a le vent mauvais, il y en a d'autres de Jean-Paul Malaval qui sortent. Il y a Marie-Claude Gué aussi qui arrive, etc. etc. Et donc, c'est comme ça qu'il se lance dans le roman. Aujourd'hui, le roman, c'est un des piliers de la maison, c'est sûr. Alors justement, on va évoquer les auteurs qui sont autour de vous et qui, justement, cette année quand même, avec cet hommage, pour Lucien, on sont là avec cette fibre de la maison Lucien Souni. Vous vouliez parler de celui-ci, du livre de Jean-Paul Romaringuier. Oui, parce que c'est un titre qui correspond tout à fait à la situation. Un printemps en novembre, aujourd'hui c'est le printemps, hier aussi. Donc c'est par hasard, on va dire, ça correspond vraiment. Donc on a effectivement 6 auteurs. La maison continue comme avant, c'est-à-dire on recherche des nouveaux auteurs, on intègre de nouveaux auteurs à travers la France, en Bretagne, en Provence, un peu partout. Et puis on développe des collections. La collection roman, il va y avoir 2 nouvelles collections romans, Le Cri des pays et l'Histoire des pays. Donc on continue sur le chemin qu'il nous a montré et sur lequel il voulait qu'on reste aussi. Alors, je montre rapidement donc, le livre de Marie Gaston, qui est présente aussi donc, sur le stand, Une enfance en clair-obscur. Je poursuis avec Une famille à cœur ouvert de Jean-Marie Mignon. Voilà, vous nous avez apporté tous ces livres, je vous en remercie. Un miroir en bois d'amandier, Alisa, c'est ça ? Alisa Morgon. Et puis Marie Husson-Robert à court de souffle. Voilà les derniers, puisque là on est que sur des nouveautés. C'est des nouveautés. Voilà. Et Sylvie Augenae, c'est ça ? Une terre de secrets. Voilà, merci Véronique. Merci Longue vie à la maison Lucien Souni. Je vais rappeler un petit peu tout d'abord le livre de Marie-France Soudard, C'est par les femmes, un travail colossal de recherche sur ces femmes limousines, donc aux éditions chez Mayad Éditions. Romain Valadour, L'incendie de Limoges, 1864, Le brasier des arènes, donc les Ardents éditeurs. Et puis donc tous ces nouveaux livres chez Lucien Souni à qui nous rendons nous aussi hommage. Alors nous parlons aussi d'hommage, vous le savez, lors de la 31e Foire du Livre, l'équipe de Charlie Hebdo était avec nous et nous avons souhaité, vous l'avez peut-être pas vu, mais au fond,
ce tableau qui reprend l'affiche de cette 31e édition qui nous a été offerte pour les 10 ans de Corrèze Télévision par la ville de Brive, par le commissariat de la Foire du Livre et M. Delpirou, qui nous a offert donc ce tableau, cette affiche que nous souhaitions mettre ici en hommage donc à l'équipe de Charlie Hebdo, lâchement assassinée le 7 janvier dernier. Merci pour nous avoir écoutés sur ce forum des lecteurs.